Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre en direct sur notre page Facebook pour ce débat consacré à la 3e circonscription de Côte-d'Or où 15 candidatures ont été déposées. Un territoire qui présente une situation quelque peu inédite puisque la députée sortante socialiste n'a pas été réinvestie par son parti. Et c'est vous, Kéra Bouziane, bonjour. Vous vous représentez donc en candidate d'hiver gauche. 5 autres invités sont autour de la table. Anne-Dylène Ségère, désignée par les militants socialistes et donc investie par le PS. Bonjour. Bonjour. Fadila Khattabi, ex-socialiste vous aussi, candidate de la République En Marche. Pascale Caravel, candidate, comme en 2012, de la droite et du centre dans cette circonscription. Jean-François Batelier, bonjour, investi par le Front National. Et enfin, Boris Obama, investi par la France Insoumise. Bonjour à tous. Alors, pour débuter cette émission, je vous invite à vous exprimer un peu sur vous-même, nous expliquer vos choix sur votre raison de présenter votre candidature. Alors tout ça de façon assez brève, désolé. Vous avez chacun 30 secondes selon un ordre établi par tirage au sort. Et c'est vous qui commencez, Boris Obama. Bien, bonjour à tous, donc j'ai 29 ans. Je suis en doctorat de psychologie sociale à l'Université de Bourgogne. Je suis également élu au conseil de recherche de l'université, au sein duquel je m'évertue à essayer d'améliorer les conditions de travail des étudiants. Et ce qui a poussé mon engagement à la France Insoumise, c'était cette démarche citoyenne pour aller vers la 6e République, pour réoxygéner cette 5e République à bout de souffle. Et je pense que cela peut se faire que par la base et par les citoyens. Donc, moins d'ascendance. Merci. Jean-François Batelier, c'est à vous. Oui, donc je suis Jean-François Batelier. Je suis présenté à cette échéance par le Front National et le Rassemblement Bleu Marine. Je suis agriculteur à Genlis depuis 1994, date à laquelle j'ai repris l'exploitation familiale, comme l'avait fait mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. C'est dire comme je suis enraciné à ce territoire. J'ai été élu plusieurs fois au conseil municipal de Genlis, totalisant près de 25 années de mandat, dont quelques-unes de maire adjoint. Je suis actuellement membre de la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or et membre de la Chambre d'agriculture élu aussi de Bourgogne-Franche-Comté. Merci. Kéra Bouziane, c'est à vous. Kéra Bouziane, députée sortante, vous l'avez dit, qui n'a pas été réinvestie par le Parti socialiste. Donc je pars sans étiquette, comme on a pour habitude de le dire, libre et indépendante. Depuis 5 ans, j'ai été au service des citoyens de la 3e circonscription. J'ai représenté la Côte d'Or et j'ai représenté aussi le peuple français, parce que quand on est député, on est rattaché à un territoire, mais on prend, et en tout cas on légifère au nom de tout le peuple français. Merci. Anne-Dylène Ségère. Bonjour. Oui, bonjour. Donc Anne-Dylène Ségère, j'ai 55 ans, je suis adjointe au maire à Dijon et investie également à Dijon Métropole. Loyale et fidèle au Parti socialiste, effectivement, je me présente pour plus de justice sociale et plus de démocratie participative, parce que je pense que les habitants, les électeurs nous ont envoyé un message fort sur la politique traditionnelle dont ils ne veulent plus, ou en tout cas, ils ne souhaitent plus qu'elle soit menée comme jusqu'à présent. Merci. Fadila Khattabi. Bonjour, donc je suis Fadila Khattabi, enseignante, ancienne conseillère régionale. J'ai été vice-présidente en charge de la formation professionnelle aux côtés de François Patria, donc 12 ans conseillère régionale. Et aujourd'hui, je suis effectivement en marche, derrière le président de la République qui a été brillamment élu et à qui il faut donner aujourd'hui une majorité présidentielle pour qu'il puisse mettre en œuvre son programme, un programme cohérent, pertinent, afin de redresser la France. Et Pascale Caravel, c'est vous qui concluez cette présentation. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle donc Pascale Caravel, j'ai 57 ans. J'habite à Chevigny-Saint-Sauveur depuis 30 ans et je suis maman de 3 enfants. Professionnellement, j'ai créé ma petite entreprise. Je compte 2 salariés. Politiquement, depuis 2008, je suis engagée auprès de Lucien Brenaud, où j'étais adjointe aux affaires sociales, puis déléguée au sport et puis aux associations. Et puis, ma foi, en fait, mon engagement, c'est parce que c'est viscéral. J'aime la France. Je veux vraiment porter la parole de mes concitoyens, parce que je pense que c'est important de se sentir responsable de ce qui nous rassemble. Parfait, merci à tous d'avoir tenu dans vos 30 secondes à peu près, dans votre circonscription, au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 24,1% des suffrages, devant Marine Le Pen 23,2%, Jean-Luc Mélenchon 20,6%, François Fillon 16,6%,
et Benoît Hamon, cantonné à 6,6%. Alors, un petit mot quand même sur ces résultats et sur la situation que ça génère pour vous-même. La multiplication des candidatures à gauche, cette fois-ci, apparaît comme l'assurance de perdre ces élections, non? Anne-Hélène Ségère, 6,6 divisé par 2, notamment vous deux, ça fait 3,3, non? Oui. Alors si on calcule comme ça, évidemment, mais en même temps, c'est pas si évident, et l'électeur va quand même choisir aussi, pas forcément en fonction de ce que son parti ou ce que les médias lui indiqueront, mais peut-être aussi en fonction de ce que les uns et les autres proposeront dans leur programme. En tout cas, on l'espère. Voilà, on espère fortement que les gens liront et écouteront ce qu'on a à dire. Carbouziane, sur ce point-là? Ça a été une élection présidentielle inédite. Il y a eu le rôle, bien sûr, des médias, mais il y a eu aussi, j'ai l'impression quand même qu'on nous a volé cette élection. Dès le premier tour, il fallait voter pour le deuxième. Et j'entendais ma voisine Fadila qui disait qu'il a été brillamment élu, M. Macron. Moi, je ne suis pas d'accord. Il a été élu par défaut. Ce ne sont pas 66% des Français qui ont voté pour lui, pour son programme. Ils ont aussi voté contre la candidate du Front National. Fadila Khattabi. Vous vous doutez bien que je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'estime que le président de la République, il a été brillamment élu. Il y a encore quelques mois, on ne donnait pas cher d'Emmanuel Macron. On disait que c'était une bulle médiatique, qu'il n'avait pas de programme, qu'il n'avait pas de soutien, qu'il n'avait pas de moyens. Certains disaient que c'était le Front National qui allait arriver en tête. On avait des 28, 29, 30%. Et in fine, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête. Emmanuel Macron a compris les Français. Il a renversé la table. Et effectivement, cette élection, elle a quelque chose d'extraordinaire. Les partis traditionnels qui, pendant des années, ont pris en otage la France, eh bien, n'ont pas été au rendez-vous, n'étaient pas au deuxième tour. Et Emmanuel Macron, il a été crédible. Pourquoi? Parce qu'il veut rassembler les Français, tout en respectant leur propre sensibilité, leurs différences, mais il veut rassembler les Français et se retrouver autour d'un programme pertinent, cohérent, à la fois libérer les énergies, mais en même temps protéger les Français. Et c'est ce dont attendent les Français. Boris Obama, ce bouleversement a aussi profité à Jean-Luc Mélenchon. Il a fait un peu plus de 20% dans votre circonscription. Il a été bénéfique à Jean-Luc Mélenchon. Je vais quand même abonder dans le sens de Mme Bouziane par rapport à l'élection de M. Macron qui a été tout sauf un plébiscite, notamment lorsqu'on regarde le taux d'abstention. Beaucoup de Français n'ont pas du tout adhéré aux convictions de M. Macron, que vous le vouliez ou non. Après, vous avez parlé vous avez aussi parlé de la multiplication des candidatures à gauche. J'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir avec Mme Bouziane à ce sujet-là. C'est vrai que elle semble avoir quelques idées communes avec nous et notre programme, donc je regrette qu'elle se lance un peu comme ça dans cette aventure un peu personnelle. Mais on a compris, vous allez vous retrouver au deuxième tour, si je ne m'abuse. Je ne sais pas, nous verrons bien. Il faut déjà y être. Je serais ravi d'y être. Pourquoi pas? Si vous m'y envoyez déjà, j'en suis ravi. Mais voilà, tout ça, il faut quand même avoir une lecture assez lucide de ce qui s'est passé pendant cette élection présidentielle, et en aucun cas Emmanuel Macron a rassemblé l'ensemble des Français. Jean-François Batelier, le FN a réalisé un score très important ici. Mais il y a toujours ce fameux plafond de verre. Vous le sentez, vous, ce plafond de verre sur le terrain? En termes de plafond de verre, ça ne m'effraie pas particulièrement, parce qu'en fait, ça, c'est une invention journalistique d'expliquer qu'il y aurait une espèce de couche qui bloquerait tout. Or, moi, je vois au niveau. En tout cas, on la constate à chaque élection. Oui, mais je vois au niveau de l'électeur, en fait, c'est plutôt un franchissement individuel de Rubicon. Et chaque échéance, il y a des millions de personnes qui franchissent le Rubicon. Ça continuera. On l'a fait une fois. La première fois, c'est toujours compliqué de voter autre chose, quelque chose qu'on s'était juré de ne jamais voter. La deuxième fois, ça fait pas mal. Il y a toujours des nouveaux. Qu'est-ce qui vous est arrivé, peut-être? Il y a beaucoup de monde. Hein. Les anciens socialistes qui sont maintenant au FN, il y a une tournée. Parce que le vrai programme social, maintenant, il est porté par Marine, pas par ce qu'on voit dans l'équipe. Pascal Caravel, vous vous frottez les mains, vous? De Écoutez, voir cette division, ce nombre de candidats très important, finalement, à gauche. Moi, je ne me frotte pas les mains parce que c'est beaucoup trop sérieux pour que je m'en amuse. Là où je rejoindrai ce que vous avez dit, c'est que, bien évidemment, si
si on a eu le sentiment d'avoir une élection volée, je pense que les Républicains peuvent en parler. C'est vrai qu'il y a un an, on n'aurait jamais imaginé, vous avez raison Madame Khattabi, on n'aurait jamais imaginé ce qui s'est passé. Bon, Monsieur Macron est président de la République, dont acte. Malgré tout, et je pense qu'il faut quand même être réaliste, 75% des électeurs au premier tour n'ont pas voté pour Monsieur Macron, parce qu'ils attendaient une autre réponse. On n'a pas répondu à tout cela. Il y a eu une espèce d'écran de fumée avec toutes ces affaires. Alors, moi, je veux rester positif. Tant mieux. On a renversé la table. Il y aura un avant et un après. Et c'est plutôt satisfaisant. Mais moi, aujourd'hui, je veux incarner cette réponse. Il faut bien que toutes ces personnes qui n'ont pas été entendues ou entendues d'une façon un peu particulière, ils aient leur réponse. Et à ce jour, eh bien, c'est à nous Et si vous êtes élu, vous serez dans l'opposition? Alors, vous savez, j'ai ma petite analyse de cela. Je pense que c'est compliqué. Dans l'opposition, je me suis bien évidemment intéressée à Emmanuel Macron. J'ai lu son livre. Je crois qu'il sera très difficile à des gens du Parti socialiste de soutenir les réformes que voudra faire Emmanuel Macron. Ce sera sans doute plus facile pour moi. La loi El Khomri, je pense que Nicolas Sarkozy n'aurait jamais osé la faire du premier jet comme ça. On n'aurait jamais osé le faire. Donc, ça va être compliqué pour les gens de gauche de suivre Emmanuel Macron, à mon avis. Je suis un peu surpris d'entendre dire « je ne sais pas si je ne serai dans l'opposition ou si je fais partie de la majorité ». C'est quand même assez délicat. C'est pareil pour Mme Dillinger. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle va se situer par rapport au PS, parce qu'on ne sait plus vraiment comment voter. Je me demande d'ailleurs, quand vous faites un tractage, est-ce que vous donnez peut-être une boussole à vos électeurs pour savoir si, ou vous leur précisez « je serai un candidat de la majorité présidentielle » ou « je serai un candidat de l'opposition ». C'est-à-dire qu'avec vos étiquettes, en ce moment, c'est complètement illisible pour les électeurs. Mais a priori, il semblerait qu'avec le mouvement En Marche, vous auriez quand même beaucoup de choses en commun. Donc c'est presque à se demander pourquoi finalement il y a 3 candidatures, puisque finalement vous êtes là pour défendre les mêmes choses. Je ne me suis pas prononcée comme faisant partie ou pouvant faire partie de la majorité présidentielle. J'ai parlé de Madame En Marche. Vous avez dit tous les 3. Toutes les 3. Ah oui, tous les 3. Non, voilà, je précise. Oui, Alors, Madame Bouziane, vous serez dans l'opposition, vous, déjà sans savoir vraiment ce que va faire le gouvernement, alors? On ne peut pas se prononcer. Et justement, moi, je plaide pour que le Parlement il ait son rôle à jouer. Nous sommes les représentants du peuple. On a élu effectivement un président qui a dressé des grandes lignes, mais on verra. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. On verra. Moi, je soutiendrai toutes les lois, en tout cas toutes les propositions qui vont dans le sens du progrès social. Je ne veux pas de recul pour le peuple français. On va passer vite sur cette question. Et Anne Dillinger, vous, j'ai été interpellée, donc je veux bien répondre. En fait, effectivement, c'est pas si simple, on le voit bien, parce que ce que les gens ont voté, c'est ni gauche ni droite, et donc il va falloir se positionner. Alors moi, je tiens déjà à rappeler qu'il y a des groupes à l'Assemblée nationale, des groupes politiques, et qu'on a une loyauté vis-à-vis de ces groupes, on réfléchit ensemble et on se positionne. Ensuite, donc vous ferez partie du groupe PS. Voilà, sans ambiguïté. Mais si effectivement le gouvernement nous propose le dialogue social, si par exemple il veut réformer le Code du travail, mais avec concertation, avec le dialogue social, et puis qu'au final il y a une synthèse et qui soit satisfaisante pour tout le monde, évidemment on pourra soutenir. Sinon, évidemment que non. Évidemment que non. Oui. Nous, on est dans un esprit constructif et vigilant. Je le suis également, constructive. J'entends ce que dit Madame Dillinger. On pourra être dans la majorité, mais en même temps, soutenir certaines propositions ou certains projets de loi, et parfois non. Donc, alors ce que je ne comprends pas, et j'intermelle Madame Dillinger, on fait campagne avec majorité présidentielle. Donc, si on veut effectivement, sur les tracts, en tout cas que j'ai pu voir des candidats socialistes, c'est marqué majorité présidentielle. Donc, il y a quand même quelque part une certaine, j'allais dire, malhonnêteté intellectuelle par rapport à cela. Je veux dire, soit on fait partie de la majorité présidentielle, soit on ne le fait pas. Aujourd'hui, les seuls candidats investis par La République En Marche peuvent prétendre demain faire partie de la majorité présidentielle. Il a investi donc plus de 500 et quelques candidats, et ce sont seulement ces candidats qui feront partie de la majorité présidentielle.
Le Front National sera dans une opposition systématique? Systématique, jamais forcément, mais on a 144 propositions, ce sont nos références, c'était notre programme de gouvernement. Donc si une proposition ressemble à une de nos 144, je ne vois pas pourquoi on serait contre, mais je crois que c'est peu probable. Mais pour avoir... Justement, on peut tous avoir de très bonnes intentions, mais quand vous voyez comment fonctionnent les groupes et l'Assemblée, il est temps justement de libérer un petit peu tout ça. Et quand vous appartenez à un groupe, même si vous n'êtes pas d'accord, vous devez passer. Moi, ça commence vraiment à devenir sérieux comme question. Allez, avec mon confrère du bien public, on va maintenant revenir sur l'une des caractéristiques de cette troisième circonscription. Il arrive, Bertrand Lotte, bonjour. La diversité de la population de cette troisième circonscription, c'est ce que vous avez retenu. Voilà, et puis je voulais évoquer aussi avec vous ce paradoxe sur la troisième circonscription entre un vote qui est particulièrement fort pour l'extrême droite dans la partie la plus rurale, qui est pourtant une partie rurale mais qui n'est pas non plus désertifiée, avec des commerces, avec des grandes surfaces, avec des zones artisanales aussi qui se sont construites au cours des 20 dernières années. Et puis paradoxalement, on a un vote plus social, plus à gauche sur la partie urbaine où là il y a du chômage, il y a un problème d'immigration aussi, il y a les problèmes d'insécurité. Alors comment vous expliquez d'une part ce paradoxe alors que le sentiment d'insécurité dans la partie là où il y a le moins de problèmes, et aussi comment essayer de réconcilier ces deux électorats qui visiblement ne se comprennent pas. Et à l'échelle nationale, c'est un exemple local mais qui se répercute aussi. Moi, je crois qu'on ne peut pas les opposer. C'est révélateur des conditions de vie de nos concitoyens, en rural et dans les périphéries notamment. Il y a eu un travail d'un sociologue sur justement qu'est-ce qui fait que le Front National progresse sur certains territoires. C'est aussi les conditions de vie. Je suis désolée, quand vous êtes au rural, vous n'avez pas la proximité des services publics. Oui, mais là, par exemple, la plaine de Saône, c'est pas la même ruralité que dans la 4e circonscription. Par exemple, il y a quand même, c'est du périurbain, avec des pavillons, avec des gens qui ont un emploi, globalement. Mais je vous invite à y aller à 18h, traverser la 905, et vous comprendrez aisément les difficultés. Et je crois que souvent, d'ailleurs, ce sont des jeunes couples qui s'installent à la campagne parce que la ville est trop chère pour eux. Et quand ils sont à la campagne, ils n'ont pas les mêmes offres de services, notamment en ce qui concerne la garde d'enfants et tout ce qui va avec. Qui veut réagir là-dessus? Juste, je voulais, par rapport à ce qu'a dit M. Lotte, reprendre, quand vous parlez d'immigration et d'insécurité tout de suite derrière, je voudrais vous dire que ça n'a rien à voir et que c'est absolument pas lié. C'est pour ça, il faut peut-être éviter de lier les deux choses parce que c'est extrêmement important de ne pas lier l'immigration et la sécurité. Ça n'a absolument rien à voir. Simplement, effectivement, quand, en ce moment, il s'avère que les uns les autres, on tourne pas mal dans la plaine. Et quand vous voyez des villages où avant il y avait des commerces, aujourd'hui il n'y a plus rien, il n'y a même plus un boulanger. Qu'est-ce que vous avez un exemple de commune par exemple? Oui, Varanges par exemple, Première par exemple, Tarbes-le-Haut où ils essayent de faire revenir un boulanger, où il y a encore un café. Parfois il n'y a plus de café, mais quand il y en a un, il n'est pas ouvert toute la journée. Et puis parfois il n'y a plus rien du tout. Et même l'école, elle est en RPI, il n'y a plus d'école complète sur la commune. Mais en marge, à quelques kilomètres de là, il y a Ezray, il y a Bretonnière. Oui, mais ça veut dire qu'il faut prendre sa voiture. Ça veut dire qu'il faut prendre sa voiture pour aller faire les courses. Ça veut dire que les personnes âgées sont encore plus isolées s'il n'y a pas une solidarité qui est instaurée entre les habitants ou par les services publics, mais lesquels, ceux du village, souvent n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc, c'est extrêmement important. Et c'est pas parce qu'il y a une zone commerciale à Genlis ou peut-être même un peu plus loin à Auxonne ou même à Dijon que les gens peuvent y aller facilement. Boris Obama. Moi, je pense qu'il y a aussi une sorte d'état d'esprit à voir. La façon dont la question a été tournée, ça a été tout de suite une sorte d'opposition. Donc moi, je pense qu'il faut justement plus de coopération entre les territoires ruraux et les territoires plus citadins. Donc vous êtes heureux du nouveau ministère de la cohésion des territoires? Je n'irai pas jusqu'à dire heureux, non. Mais en tout cas, pour terminer mon propos, effectivement, moi je pense que ce vote Front National est un vote de contestation, parce que ces gens se sentent abandonnés dans ces territoires ruraux. Parce que, effectivement, quand j'entends les propositions qui ont été données pendant cette campagne, moins 500 000 fonctionnaires ou moins 150 000 pour M. Macron, avec un Premier ministre de droite, donc vous en tant qu'ancienne PS avec un Premier ministre de droite, je me demande aussi comment vous situez. Mais effectivement, il faut remettre du service public, remettre des transports, remettre des écoles. C'est tout ce que nous proposons dans le programme L'Avenir en commun pour pouvoir justement que ces personnes-là se sentent plus laissées pour compte dans ces territoires.
Ce qui compte, le problème de ces territoires, que ce soit en milieu ruraux ou en milieu rural, ou urbain, le problème c'est l'attractivité des territoires. Je veux dire, on a de moins en moins d'entreprises, nos entreprises sont de moins en moins compétitives. Il faut effectivement libérer les énergies, baisser, et là c'est une des mesures phares d'Emmanuel Macron, de baisser l'impôt sur les sociétés pour pouvoir rendre nos entreprises plus compétitives, attractives. Je lisais la presse britannique il y a encore quelques jours, 9000 Français pensent revenir en France, dû au Brexit, et avec derrière des tas de start-up. Alors elles hésitent, permettez-moi Madame Bouziane de finir, elles hésitent entre l'Allemagne et la France. Et elles se disent effectivement le programme d'Emmanuel Macron permet de rendre la France beaucoup plus attractive, et pourquoi pas, why not? Donc là aussi c'est une des mesures phares. Je veux dire, quand on regarde les déserts en milieu rural, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien. Même les services de proximité disparaissent, il n'y a plus d'école, il n'y a plus personne. Donc il faut ramener, qui crée de la richesse sur les territoires? Ce sont les entreprises. Il faut effectivement ramener, il faut investir, ramener les entreprises. Donc en fait, le mot de tous les Français, la seule solution à chaque fois pour le mot, c'est toujours compétitivité, flexibilité, il faut ramener, concurrence. mais je suis désolée, Monsieur Obama, ceux qui créent de la richesse sur un territoire, je suis désolée de vous le dire, ce sont les entreprises. Quand il n'y a pas d'entreprise sur un territoire, il n'y a plus rien. Ça, c'est la réalité. C'est pas un débat à deux, ni à quatre. Madame Caravel, allez-y. Écoutez, je pense qu'on a déjà vu la fracture sociale, et là, on va voir la fracture territoriale. Je suis ravie d'entendre Madame Khattabi, parce que je suis complètement d'accord avec elle. Ça n'est pas l'État qui crée de la richesse, ce sont les entreprises. Ça, c'est bien évident. Pour moi, une entreprise qui marche, ce seront des salaires qui seront redistribués, ce sera un pouvoir d'achat. Si on redescend sur la 3e circonscription, parce que c'était la question. Pour ce soir, c'est quand même très, très important. Bon, la 3e circonscription, c'est vrai qu'elle est double, on dira. Il y a ces grandes villes, Chenôve, Quetigny, puis il y a toute cette plaine de Genlis. Alors déjà, sur le plan économique, c'est vrai qu'il y a des mouvements pendulaires. Eh bien, moi, je pense que je peux comprendre un peu les concitoyens. Eh bien, les mouvements pendulaires, ce sont des bouchons, ce sont des nationales qui sont complètement bouchées. Alors, quand vous arrivez à Fauvernay, vous reprenez une départementale. Enfin, c'est le drame. On est d'accord, Kéra, ils le disent tous. Il y a des nids de poules partout. Donc, il faut vraiment penser à tout cela. Vous voulez dire que les gens sentent qu'on n'agit pas sur ces petites choses on n'agit du quotidien. pas. Et si vous voulez, donc c'est ces petites choses du quotidien. Le fait aussi qu'on ait beaucoup de jeunes qui soient au chômage sur cette plaine. Alors, c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes profils, mais en même temps, ce sont les mêmes personnes qui sont dans les détresses. On me dit, dites donc, vous vous rendez compte, le Front National. Écoutez, moi, j'étais avec Lucien Brenaud, qui en 93 avait remporté cette circonscription. Déjà à l'époque, enfin souvenez-vous, on fait tous partie, peut-être pas vous, Monsieur Obama, peut-être plus jeune, mais on fait tous partie de la même génération. Mais c'était une catastrophe parce que Monsieur Brenaud, à l'époque, il était arrivé, il avait pris les voix du Front National, c'était catastrophique. Le Front National est là, il y a un noyau dans la plaine de Genlis, et ne pas le voir ou faire semblant de se cacher. La plaine de Genlis n'est pas la seule touchée par ce phénomène. Non, mais Kéra, je plus. parle de la 3e circonscription, oui. C'est quand même assez frappant chez nous. Reconnais que quand moi je vois les résultats, je me dis tout le temps, enfin, c'est assez particulier parce que tu vas à Première, tu vas dans ces lieux-là. Pourquoi vote-t-il Front National? Là est la question. Ils sont anxieux, ils sont inquiets. Et aujourd'hui, les Français sont inquiets. On va peut-être demander à M. Batelier, qui est quand même le porte-voix de ces personnes-là. On discute sur notre situation. Alors, qu'est-ce que vous disent vos électeurs, vous, par rapport à tout ça? Ce qui est amusant, c'est quand même, on se retrouve avec les gens qui proposent des solutions, sont ceux qui ont créé le problème. C'est-à-dire que la 30 ans de gestion et l'RPS, c'est ce qui est en train de se matérialiser en ce moment avec En Marche. C'est-à-dire que c'est vrai que si on raisonnait simplement en termes électoraux, on a encore des lendemains radieux qui s'annoncent pour nous. Seulement le problème, c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de misère et beaucoup de tristesse qui va se développer dans les campagnes. Mais le développement anarchique du territoire, la politique de la ville avec les milliards qui ont été déversés dessus, alors que dans le même temps, les campagnes sont complètement abandonnées. Ce que je dis chaque fois, faire une piscine olympique à Dijon pour ne pas en faire à la campagne. Les gamins des campagnes, ils n'ont qu'à apprendre à nager dans la rivière. Les rivières, quoi, c'est les égouts ouverts de Dijon? Il y a des disparités monstrueuses. On est dans la logique, on est dans la logique, je sais, c'est excessif le raisonnement, mais dans la logique de la Côte d'Or périphérique avec la ville centrale. Tous les développements économiques, les services, tout ça est là. Et au nom du rationalisme économique, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les postes un peu plus loin. On ne nous fait pas les routes. Ça fait combien de temps qu'on nous demande une 4 voies pour arriver à Genlis? C'est ça le bouchon.
Alors après, on va dire, il n'y a pas les moyens, ou est-ce que la commune de Genlis est prête à payer? On a réussi à le remettre en chantier, hein, le sujet de la... Ça fait 30 ans que j'entends parler de la sortie et ça à toutes les élections. Eh ben, écoutez, il y a de l'argent qui a été même débloqué pour ça. Il y a aussi la proximité que les gens n'ont plus avec le pouvoir décisionnel. C'est-à-dire que maintenant, le pouvoir de décision des maires et des habitants est très, très, très éloigné des citoyens. Il faut absolument qu'on arrête ces métropoles toujours plus grandes avec des pouvoirs de décision toujours plus loin pour les citoyens pour pouvoir leur rapprocher, pour qu'eux-mêmes puissent aussi décider un peu de l'avenir de leur commune et de leur bien-être et de leur vie quotidienne. Mais si je peux rajouter un mot concernant justement ces grands groupes de métropoles d'un côté et petits villages de l'autre, je crois qu'il est aussi important pour les villages de se regrouper sur la plaine dijonnaise. La communauté de communes a un avenir justement pour équilibrer. Pour équilibrer. Non, mais ça c'est un autre problème. Pour celui de la communauté de communes, demandez aux citoyens. Mais non, je crois que c'est vraiment important. Il y a eu cette réforme effectivement territoriale avec la loi NOTRe. Je crois que c'est important le regroupement pour pouvoir porter et mener à bien des projets ambitieux sur le territoire. Si on a chacun fait, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. La loi NOTRe était pertinente et nécessaire. Mais difficile pour les petites. Ne parlons pas tous en même temps. Madame Caravel d'abord et ensuite Anne Delenseja. Cette fracture territoriale, elle va exister parce que si on oublie de parler de la suppression de la taxe d'habitation, qui est quand même la principale ressource de ces petites villes et ces villages dortoirs, là, on va avoir, ça va être une catastrophe. C'est ce que propose effectivement Emmanuel Macron, mais je vous rassure. Pour 80%. Voilà, pour 80% des Français. C'est-à-dire un revenu mensuel avec 2 enfants, 5 000 €. Eh bien, le couple ne paiera plus de taxes d'habitation. C'est aussi du pouvoir d'achat qui est redonné aussi aux familles. Donc, c'est une mesure très importante. Mais elle sera compensée. Moi, je fais confiance au président de la République qui a dit qu'elle sera récompensée. Il y aura effectivement un plan d'investissement et un plan d'économie. Donc il nous faudra trouver 10 milliards par rapport aux 60 et 50. Donc et 10 déjà, milliards. Ils ont du mal à compenser les exonérations actuelles de la fiscalité locale. Ils arrivent à tout juste 40%. Moi, j'ai peu d'espoir. Mais il n'a pas retiré. Je termine simplement. Il n'a pas retiré la fiscalité. Les maires auront toujours la possibilité, effectivement, de prélever l'impôt. Sauf qu'après, ils prendront leurs responsabilités. Mais à ce jour, ça sera N-1 remboursé à l'euro près. Anne Delenseja. Alors, je reviens, finalement, vous avez bien fait de me donner la parole après, puisqu'effectivement, sur la loi NOTRe, en fait, autant sur le principe, je suis entièrement d'accord, mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que les maires, les collectivités ont été obligés de l'appliquer sans formation, il faut aller vite, il faut prendre les décisions avant même d'en comprendre les enjeux, et c'est vrai que c'est quand même compliqué pour les élus locaux. Sur la taxe d'habitation, moi, je veux bien, c'est vrai que le contribuable, au départ, il va être très satisfait de payer moins d'impôts. Sauf que les collectivités ont déjà eu des baisses drastiques de leur budget et on sait bien qu'en temps de crise, et si toutefois une nouvelle crise survenait, les dotations de l'État baisseraient à nouveau. Donc, on n'a même plus, les collectivités n'auraient même plus cette possibilité-là en termes de... réaliste. Le gouvernement actuel a baissé les dotations, tout comme le gouvernement Sarkozy a baissé. Donc, voilà. Donc, il est important aussi de réduire la voilure. Si vous parlez tous en même temps, on ne s'entend plus. Le budget de la France n'est pas extensible et les Français comprennent que nous devons être, concernant le budget, rigoureux. Donc c'est tout à fait normal. Mais concernant la suppression de la taxe d'habitation, elle sera compensée. Donc je ne veux pas entendre des choses ici ou là qui sont erronées. Un dernier tout petit mot avant les conclusions, s'il vous plaît. Concernant justement la baisse des dotations des collectivités territoriales, elle a fait partie d'un des volets que je n'ai pas voté lors de cette mandature. Pour les entreprises, ils ont eu quand même 41 milliards. On attend toujours les emplois. Sans contrepartie, mais ça aussi. Non, alors évidemment, vous voyez le CICE comme un cadeau fiscal fait aux entreprises. Mais ça a permis, au contraire, aux entreprises de retrouver des ressources pour pouvoir investir. Comment voulez-vous investir dans la recherche, dans le développement, quand vous n'avez pas de ressources? Ce sont des crédits différents. Il y a 200 000 emplois qui ont été créés. 200 000 emplois qui ont été créés. Vous ne pouvez pas dire cela. Merci à tous. Vous vouliez dire un dernier mot? Allez, oui, là-dessus. Je vais quand même dire un dernier mot et revenir un petit peu sur la 3, parce que ces débats, on les a eus, les présidentielles, mais c'est la les fin, partis. Madame Caravel. Ça impacte, mais je voudrais quand même revenir sur la 3e circonscription, parce que moi, je milite pour un grand plan d'investissement. Enfin,
dans le raccordement à la fibre. Oui, je veux dire, on arrive, on va... Enfin, moi... non, mais je veux dire, en ce moment, moi, je suis sur le terrain. Alors, je veux bien qu'on fasse un grand débat sur toutes nos idées différentes. Et je pense que c'est bien utile, parce que le député, c'est aussi celui qui est à Paris. Mais moi, sur le territoire, quand je vois des petits villages qui n'ont pas la fibre, qui n'ont pas de réseau... Enfin, il faut le développer. Il faut le développer. Tout à fait. Ça crée d'inégalités territoriales, on est d'accord. Sinon, on aura une fracture territoriale. Ce qui est très clair, c'est qu'En Marche et la droite sont complètement d'accord sur tous les sujets, en fait, finalement. Vous êtes complètement d'accord sur tous les sujets. Je suis une progressiste, je suis une social-démocrate, je ne l'ai jamais caché. Donc social-démocrate avec un Premier ministre de droite, avec un ministre... Un gouvernement rassemblé. Emmanuel Macron veut rassembler M. Obama, veut rassembler les Français. Avec un ministre du budget qui notamment était contre le mariage pour homosexuels, des choses comme ça. Pas du tout, il n'était pas contre. Ah bon, il refusait de marier des... Il n'a pas voté. Bon, ça veut dire... Allez, s'il vous plaît, on ne va pas refaire tous les débats de ces législatives en un seul débat de 30 minutes ici. Allez, on arrive au terme de ce débat. Déjà, ça va trop vite, je suis d'accord avec vous. Vous disposez donc de 30 secondes pour conclure. Nous avons une nouvelle fois tiré au sort. Kéra Bouziane, vous avez été désignée pour commencer. Alors, je me répète, donc je suis la députée sortante, je suis sans étiquette, libre et indépendante. J'ai eu du courage, je l'ai prouvé, de la cohérence dans mes choix et dans mes convictions, de la compétence puisque j'ai eu un mandat et je serai opérationnelle dès le 19 juin. Merci beaucoup. Anne-Dilène Seja, c'est à vous. Oui, donc en fait, on n'a pas eu le temps de trop développer. Donc moi, je veux simplement dire que mon projet, tourne autour vraiment de la démocratie participative pour associer les habitants, créer des commissions de circonscription dans lesquelles on ira jusqu'à décider de l'octroi de la réserve parlementaire pour éviter le clientélisme. C'est à vous, Jean-François Batelier. Bon, personnellement, je suis convaincu que nous sommes aujourd'hui à une véritable croisée des chemins pour l'avenir de notre pays. Je veux croire à son avenir, à notre avenir collectif, et j'ai donc décidé de mettre entre parenthèses mes engagements syndicaux et politiques et associatifs pour privilégier à présent l'action politique. Assistant cela par ma suppléante, une dijonnaise, Martine Rossi. Les prochains combats opposeront patriotes et mondialistes. Rejoignez les patriotes et votez pour les candidats FNRBM, les seuls animés par la volonté de constituer une véritable opposition parlementaire. Boris Sabahin. Il faut voter pour les candidats de la France insoumise, tout d'abord pour empêcher M. Macron de pouvoir mettre en place ces lois d'injustice sociale visant toujours à aider les plus puissants et laissant les plus faibles sur le bas-côté. Et aussi pour toujours défendre les trois choses qui nous semblent cruciales, à savoir l'urgence écologique, l'urgence démocratique et l'urgence sociale, qui sont vraiment au cœur de notre programme. Et c'est pour ça que la majorité insoumise pourra mettre toutes ces mesures en œuvre. Merci. Fadila Khattabi, c'est à vous. Écoutez, le président de la République que je maintiens, il a été brillamment élu. Nous avons à la tête de notre pays quelqu'un d'intelligent, brillant, qui a compris le monde dans lequel nous vivons et qui a aujourd'hui un projet audacieux à mettre en œuvre. Pour ce faire, il lui faut une majorité présidentielle. Je crois qu'une cohabitation, et d'ailleurs la réforme, on avait un septennat et on est revenu au quinquennat pour éviter la cohabitation qui va gripper le pays, qui va... faire en sorte qu'il n'y ait plus de dynamisme. Donc il est important de lui donner une majorité présidentielle. Merci. La République en marche pour une France en marche. Merci. Pascal Caravel. Eh bien, je demande à nos concitoyens de me faire confiance parce que moi, je suis du côté bien des gens. Je veux protéger leur boulot, que ce soit des entrepreneurs ou bien des salariés. Moi, je ne suis pas du côté des technocrates. Je crois qu'il faut moins de paperasserie, moins de flicage, il faut moins d'impôts. Bien sûr, comme vous l'avez dit, les tables ont été renversées, mais je pense que nos concitoyens ne veulent pas d'une politique de l'ambiguïté. Il faut penser à l'avenir de nos enfants, et cet avenir, eh bien, il a un prix, c'est le courage, et je serai cette voix courageuse. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci Bertrand, merci au bien public. Je vous précise que 9 autres candidats sont présents sur cette 3e circonscription. Ilma Selik du Parti Égalité Justice, Isabelle de Almeida pour le Parti communiste, Dominique Gros pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, Lucas Métro du Mouvement des progressistes, Dominique Maury du Mouvement 100%, Stéphane Pournin de Lutte ouvrière, Michel Procureur pour Europe Écologie Les Verts, Kristen Schenk de l'UPR et Khaled Ben Letaïef sans étiquette. Merci de nous avoir suivis. Les prochains débats sur les législatives, eh bien, ce sera dimanche prochain dès 11h sur France 3 et sur notre page Facebook. Bonne semaine à tous.